Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la 13e règle de René Descartes. Quand nous comprenons parfaitement une action, il faut la dégager de toute conception superflue, la réduire au plus simple, la subdiviser le plus possible au moyen de l'énumération. Voici le seul point dans lequel nous imitions les dialecticiens, c'est que, comme, pour apprendre les formes des syllogismes, ils supposent que les termes ou la matière en est connue, de même nous exigeons au préalable, que l'action soit parfaitement comprise. Mais nous ne distinguons pas comme deux extrêmes et un moyen, nous considérons la chose tout entière de cette façon. D'abord, dans toute question il est nécessaire qu'il y ait quelque chose d'inconnu, sans quoi il n'y aura pas de question. Secondement, ce quelque chose doit être désigné d'une manière quelconque, autrement il n'y aura pas de raison pour chercher telle chose plutôt que telle autre. Troisièmement, il ne peut être désigné que par quelque chose qui soit connu. Tout cela se trouve dans les questions même imparfaites. Ainsi quand on demande quelle est la nature de l'aimant, ce qu'on entend par ces deux mots aimant et nature est connu, c'est ce qui nous détermine à chercher cela plutôt qu'autre chose. Mais, de plus, pour que la question soit parfaite, nous voulons qu'elle soit entièrement déterminée, tellement qu'on ne cherche rien de plus que ce qui peut se déduire des données. Par exemple, si l'on me demande ce qu'il faut inférer sur la nature de l'aimant, précisément des expériences que Gilbert dit avoir faites, qu'elles soient vraies ou fausses, ou encore, si on me demande ce que je pense sur la nature du son, précisément de ce que les trois cordes A, B, serrant d'un son égal, B, dans l'hypothèse, étant deux fois plus gros qu'A, d'une longueur égale, étendu par un poids double, et C n'étant pas plus gros qu'A, mais deux fois plus long, étendu par un poids 4 fois plus lourd, etc. Tous ces exemples montrent comment, toutes les questions imparfaites peuvent être ramenées à des questions parfaites, ce que l'on montrera plus longuement en son lieu, et de plus il enseigne de quelle manière, notre règle peut être observée, quand elle commande de dégager de toute conception superflue, la difficulté bien comprise, et de la ramener à ce point que nous ne nous occupons plus de tel ou tel objet, mais seulement, en général, de grandeur à comparer entre elles. Car, par exemple, une fois que nous sommes déterminés à n'examiner que telle ou telle expérience sur l'aimant, nous n'avons plus aucune difficulté à éloigner notre pensée de toute autre chose. On ajoute qu'il faut ramener la difficulté au plus simple possible, d'après les règles 5 et 6, et la diviser d'après la règle 7. Ainsi, quand j'examine l'aimant, d'après plusieurs expériences, je les parcours séparément l'une après l'autre. De même, si je m'occupe du son, je compare séparément entre elles les cordes A et B, puis A et C, etc., pour ensuite embrasser le tout dans une énumération suffisante. Ce sont les trois seules règles que l'intelligence doit observer sur toute proposition, avant d'arriver à la solution dernière, encore bien qu'elle ait besoin des 11 règles suivantes, dont la troisième partie de ce traité expliquera l'usage. Du reste nous entendons par question, toutes les choses sur lesquelles l'on trouve le vrai et le faux, or, il faut énumérer les divergences de ces questions, pour déterminer ce que nous pouvons faire sur chacune. Nous avons déjà dit que la fausseté ne peut pas se trouver dans la seule intuition des choses, soit simple, soit composée. En ce sens, il n'y a pas action sur ces choses, mais elles sont matière-action,
sitôt que nous voulons porter sur elle un jugement déterminé. En effet, nous ne comptons pas seulement au nombre des questions, les demandes qui nous sont faites par d'autres, mais c'est toi-même une question que l'ignorance, ou plutôt le doute de Socrate, lorsque, pour la première fois, Socrate réfléchissant chercha, s'il est toi vrai qu'il douta de tout, et l'affirma ensuite. Or nous cherchons les choses par les mots, les causes par les effets par les causes, le tout les parties par une partie, ou enfin plusieurs choses ensemble par tout cela. Nous disons que nous cherchons les choses par les mots, toutes les fois que la difficulté consiste dans l'obscurité du langage. Ici ne se rapportent pas seulement toutes les énigmes, comme celle du sphinx, sur l'animal qui au commencement est quadrupède, puis bipède, et enfin marche sur 3 pieds, ou celle des pêcheurs qui, debout sur le rivage avec leurs lignes et leurs hameçons, disent qu'ils n'avoient plus les poissons qu'ils avaient pris, mais qu'en revanche ils avaient ce qu'ils n'avaient pu prendre. Mais, outre cela, la plus grande partie des questions sur lesquelles les savants disputent ne sont presque toujours que des questions de mots. Même il ne faut pas mal penser des grands esprits au point de croire qu'ils ont imparfaitement conçu les choses, toutes les fois qu'ils ne les expliquent pas en termes assez clairs. Ainsi, quand ils appellent lieu la superficie d'un corps ambiant, ils n'ont pas là une idée fausse, mais seulement ils abusent du mot lieu, qui, dans l'usage commun, signifie cette nature simple et connue par elle-même, à raison de laquelle on dit que quelque chose est ici ou là, et qui consiste tout entière dans une certaine relation de la chose qu'on dit être en un lieu, avec les parties de l'espace étendu. Et que quelques-uns, voyant le nom de lieu appliqué à une surface ambiante, on dit improprement être la localité en soi, 3, et ainsi du reste. Ces questions de nom se rencontrent si fréquemment, que, si les philosophes étaient toujours d'accord sur la signification des mots, presque toutes leurs controverses cesseraient. On cherche la cause par les faits, toutes les fois qu'on demande une chose si elle est, ou ce qu'elle est, 4. Mais parce que, quand on nous propose une question à résoudre, nous ne remarquons pas tout d'un coup de quelle espèce elle est, ni s'il s'agit de chercher ou la chose par les mots, ou la cause par les faits. Il me semble superflu d'entrer ici dans plus de détails. Il sera plus court et plus facile d'examiner par ordre ce qu'il faut faire pour arriver en général à la solution de toute difficulté, et, en conséquence, une question étant donnée, le premier point est de s'efforcer de comprendre distinctement ce qu'on cherche. En effet, la plupart des hommes se vaquent tellement dans leurs recherches qu'ils apportent à la solution de la question tout le vague d'un esprit qui n'a pas remarqué à quel signe reconnaître la chose cherchée, si elle vient à se présenter, aussi insensé qu'un valet envoyé quelque part par son maître, et si empressé d'obéir, qu'il se met trop à courir sans avoir encore reçu ses ordres, et sans savoir où il doit aller. Mais dans toute question, quoiqu'il doive y avoir quelque chose d'inconnu, car autrement il n'y aura pas de question, il faut cependant que la chose cherchée soit tellement désignée par de certaines conditions, que nous soyons conduits à chercher une chose plutôt qu'une autre. Ce sont ces conditions que nous disons qu'il faut d'abord étudier. Pour ce faire, il faut diriger notre esprit sur chacune d'elles en particulier, examinant avec soin jusqu'à quel point chacune détermine cette inconnue que nous cherchions. Car l'esprit de l'homme tombe ici dans une double erreur, où il prend pour déterminer la question plus qu'il ne lui est donné, ou au contraire il omet quelque chose. Il faut nous garder de supposer plus, et quelque chose de plus positif que ce que nous avons,
surtout dans les énigmes et dans toute lection captieuse inventée pour embarrasser l'esprit, et même dans les autres questions, lorsque pour les résoudre on part à admettre, comme certaines des suppositions, qui ne nous sont pas données par une raison positive, mais par une opinion d'habitude. Par exemple, dans l'énigme du sphinx, il ne faut pas croire que le mot pied signifie seulement les pieds véritables des animaux, il faut voir encore s'il ne s'appliquera pas, métaphoriquement à quelque autre chose, comme ici aux mains de l'enfant, au bâton du vieillard, parce que l'un et l'autre s'en servent comme de pieds pour marcher. De même, dans l'énigme des pêcheurs, il faut prendre garde que l'idée de poisson s'empare tellement de notre esprit, qu'elle le détourne de la pensée de ces animaux que souvent les pauvres portent sur eux sans le vouloir, et qu'ils rejettent quand ils les ont pris. De même encore si on demande comment a été construit le vase que nous avons pu voir quelquefois, au milieu duquel s'élève une colonne surmontée de la figure de Tantale dans l'attitude d'un homme qui veut boire, l'eau qu'on y versoit y resterait contenue, tant qu'elle n'atteignera pas la bouche de Tantale, mais à peine toucherait-elle les lèvres du malheureux qu'elle s'échapperait tout à coup entièrement, au premier coup d'œil tout l'artifice parois de voir, être dans la construction de la figure du Tantale, qui cependant ne détermine nullement la question, mais seulement l'accompagne. Toute la difficulté consiste à trouver comment un vase peut être construit de manière à ce que toute l'eau s'en échappe dès qu'elle est parvenue à une certaine hauteur, et pas avant. Enfin, si de toutes les observations que nous possédons sur les astres, nous cherchons ce que nous pouvons affirmer de certains sur leurs mouvements, il ne faudra pas admettre gratuitement que la Terre est immobile au centre, comme ont fait les anciens, parce que dès notre enfance il nous a paru en être ainsi, mais il faudra révoquer en doute cette assertion même, pour examiner ensuite ce que nous pourrons juger de certains sur ce sujet. Nous péchons par omission toutes les fois que nous ne réfléchissons pas à quelques conditions requises pour la détermination de la question, soit qu'elle s'y trouve exprimée, soit qu'on puisse la reconnaître d'une manière quelconque. Ainsi font ceux qui cherchent le mouvement perpétuel, non celui de la nature, des astres ou des sources, par exemple, mais un mouvement créé par l'arrache humain, découverte que plusieurs ont cru possible. Calculant que la Terre est perpétuellement mue d'un mouvement circulaire autour de son axe, et que l'aimant retient les propriétés de la Terre, ils espéraient découvrir le mouvement perpétuel en disposant cette pierre, de manière qu'elle se mue en cercle, ou au moins communiquer à offert son mouvement avec ses autres vertus. Or, quand ils y réussiront, ils n'auront pas encore trouvé le mouvement perpétuel. Ils n'auront fait que se servir de celui que leur donne la nature, tout de même que s'ils disposent une roue au courant d'un fleuve pour qu'elle tournât toujours. C'est là omettre une condition requise pour la détermination de la question. La question étant suffisamment comprise, il faut voir précisément en quoi consiste sa difficulté, afin qu'abstraite de tout le reste, elle soit plus facilement résolue. Il ne suffit pas toujours de comprendre l'action pour connaître en quoi consiste sa difficulté, il faut réfléchir en outre à chacune des choses qu'elle contient, afin que si on rencontre quelque chose de facile à trouver on le laisse de côté, et qu'il ne reste de la question ainsi dégagée que ce que nous ignorons. Ainsi, dans la question du vase décrit plus haut, il est facile de voir comment le vase doit être fait, la colonne placée au milieu, l'oiseau peint, tout cela mis de côté comme n'important pas à la question, la difficulté reste nue,
laquelle consiste à chercher pourquoi l'eau contenue auparavant dans un vase, s'en échappe tout entière quand elle est parvenue à une certaine hauteur. Nous nous contentons donc ici de dire, qu'il est important de parcourir par ordre, tout ce qui est contenu dans la question donnée, en rejetant ce qu'on voit n'y pas servir, en gardant ce qui est nécessaire, et en remettant ce qui est douteux à un examen plus attentif. Je vous en remercie.